Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Je suis ravi de vous retrouver pour ce bulletin hebdomadaire après la trêve estivale. Un divorce qui tourne mal, des accusations de corruption dirigées par Sedat Peker et des témoins qui corroborent le tout, s'est soldé par le départ de 2 conseillers présidentiels. À 11 mois de la prochaine élection présidentielle, le pouvoir semble incapable de pouvoir gérer cette crise. Parrain du crime organisé, youtubeur et lanceur d'alerte, Sedat Peker a commencé à révéler les liens entre le gouvernement et la mafia il y a déjà plus d'1 an. En cavale, il a publié 10 vidéos qui ont cumulé des dizaines de millions de vues. Dans ses confessions, il accuse l'ancien ministre de l'Intérieur de racket, son fils de meurtre, le fils de l'ancien premier ministre de trafic de drogue, la société militaire privée Sadat de fournir des armes à des groupes terroristes et beaucoup plus encore. Ces vidéos ont cessé en juin de l'année dernière. Beaucoup avaient spéculé sur le fait que Peker avait été arrêté ou même tué. Mais peu après, Peker a refait surface sur Twitter et a déclaré qu'il se trouvait à Dubaï et qu'il avait reçu la visite de la police locale. Il a dit « Si je ne meurs pas, nous continuerons cette histoire ». On pense maintenant que Sedat Peker tweet sous le pseudonyme de Deli Çavuş, un personnage d'un film turc populaire. En octobre, Sedat Peker a affirmé avoir mis la main sur des vidéos enregistrées par un mafieux chypriote, Halil Falyalı, qui mettait en scène des comportements compromettants de politiciens chypriotes. L'une des vidéos en question montrait Ersan Saner, Premier ministre de Chypre du Nord. Après l'apparition de la vidéo, Saner avait été poussé à la démission. Falyalı a toutefois été abattu dans son véhicule blindé en février suivant. Peker avait allégué que Falyalı et le fils de l'ancien premier ministre Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım, étaient impliqués dans un trafic de drogue et que les recettes étaient blanchies par l'intermédiaire des casinos de Falyalı. Cette fois, Peker est sorti de l'anonymat, accusant l'ancien chef de l'organe de régulation boursière, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, et sa sœur, la députée AKP d'Erzurum, Zehra Taşkesenlioğlu, d'avoir sollicité un pot de vin de 12 millions de lire auprès de la PDG de Marka Holdings, Mine Tozlu Sineren, en échange de la résolution de certains problèmes. Peker a également accusé Ali Fuat Taşkesenlioğlu d'avoir une cachette de 180 millions de dollars dans sa villa. 2 conseillères du président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan, qui étaient visés par ces accusations, ont dû démissionner. La présidente du İYİ Parti, partenaire de la coalition d'opposition Meral Akşener, a annoncé lundi que chaque section du parti dans toutes les provinces déposerait une demande de poursuite pénale contre les accusés, à l'instar du reste de l'opposition. Ruşen Çakır et Kadri Gürsel ont discuté de ce nouveau chapitre de Sedat Peker et des leçons à tirer de cette salve d'attaque. Pour Kadri Gürsel, l'état de pourriture est généralisé. Dans cette dernière édition des accusations de Sedat Peker, plusieurs nouveautés apparaissent. Premièrement, l'opposition dans son ensemble reprend ces accusations à son compte et agit en justice. Deuxièmement, l'une des personnes accusées, Korkmaz Karaca, a démissionné de ses responsabilités au sein de l'AKP et au sein de la présidence de la République. Un autre conseiller du président, Serkan Tarhanoğlu, a lui été révoqué par Erdoğan. Tout ça est nouveau et semble différent. Alors certes, on entre petit à petit en période électorale, mais la différence est surprenante. Ces premières vidéos avaient défrayé la chronique durant de nombreuses semaines sans aucune conséquence concrète. Tu parles des vidéos qu'il avait fait en premier? Oui, là où il a parlé de meurtre, de trafic de drogue, il n'y avait eu aucune conséquence, pas de démission, pas d'action en justice de la part des partis d'opposition. C'est toujours le même mode opératoire. En réalité, ils ne savent pas trop comment faire. Même dans cette histoire, qui finalement est assez classique, ils auraient pu présenter ce cas comme une exception, une brebis galeuse qui n'est pas représentative de leur pouvoir, et ils auraient pu enterrer l'affaire en la mettant à distance. Ils auraient pu dire « cette histoire n'est qu'une excroissance maligne, développée par notre organisme, on va faire une intervention chirurgicale et le problème sera réglé ». Mais là, la manière dont ils agissent donne l'impression que ce n'est pas une exception, mais la règle en elle-même. Que ce n'est pas une excroissance, mais le corps en lui-même qui n'est pas sain. Que c'est le système en lui-même qui est comme ça. La réaction du pouvoir est ahurissante. Ils ont quand même frappé d'une interdiction de diffusion d'informations concernant le divorce de la députée AKP,
Rien que cette décision représente un scandale à elle toute seule. Dans cette histoire de divorce, cette personne demande à son futur ex-mari des comptes sur de l'argent dont la provenance est inconnue. Et elle le fait d'une manière officielle. Donc là, on voit bien qu'il ne contrôle plus rien. Cette histoire nous a permis de nous pencher sur la question des conseillers d'Erdogan. Ils ont l'air nombreux, mais on ne sait pas exactement le rôle qu'ils jouent. La réputation d'Erdogan de ne jamais sacrifier ses proches, de ne jamais les lâcher, eh bien ça aussi c'est de l'histoire ancienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant le dossier du 17-25 décembre, Erdogan a été capable de nommer Egemen Bağış ambassadeur de Turquie, alors qu'on disposait d'informations plus qu'évidentes, irréfutables, qu'il avait touché des pots de vin. Et cette personne représente la République de Turquie à Prague. Ça, c'était à l'époque où Erdogan refusait de sacrifier ses proches. Mais actuellement, je constate surtout un état de pourriture totale, de paralysie générale. On voit que le cerveau n'arrive plus à contrôler les membres. D'ailleurs, le cerveau n'arrive plus à prendre de décisions rationnelles parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Cette histoire nous a permis de nous pencher sur la question des conseillers d'Erdogan. Ils ont l'air nombreux, mais on ne sait pas exactement le rôle qu'ils jouent. La réputation d'Erdogan de ne jamais sacrifier ses proches, de ne jamais les lâcher, eh bien ça aussi c'est de l'histoire ancienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant le dossier du 17-25 décembre, Erdogan a été capable de nommer Egemen Bağış ambassadeur de Turquie, alors qu'on disposait d'informations plus qu'évidentes, irréfutables, qu'il avait touché des pots de vin. Et cette personne représente la République de Turquie à Prague. Ça, c'était à l'époque où Erdogan refusait de sacrifier ses proches. Mais actuellement, je constate surtout un état de pourriture totale, de paralysie générale. On voit que le cerveau n'arrive plus à contrôler les membres. D'ailleurs, le cerveau n'arrive plus à prendre de décisions rationnelles parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc, si on réfléchit à ce qui va se passer par la suite, Sedat Peker risque de révéler d'autres scandales, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et étant donné que ces déclarations ont un impact, il risque de recevoir de plus en plus de dossiers. Oui, et pourquoi est-ce que Sedat Peker est aussi efficace? On devrait réfléchir à cette question. Je pense que si Sedat Peker a autant d'impact, c'est précisément parce que la police et la justice n'ont pas du tout agi dans ces questions. La justice, la police insistent et confirment son attitude de ne pas se saisir des accusations concrètes de Peker. Et ce, bien entendu, en conformité avec les consignes du palais. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut fonctionner sans attendre les consignes du palais. Tout fonctionne de haut en bas. Les institutions attendent les consignes du palais présidentiel. Plus personne ne se saisit, même lorsque les conditions sont clairement énoncées par la loi. Même dans ces cas-là, les institutions préfèrent attendre les consignes du palais présidentiel. La situation est absurde à ce point où, comme quasiment tout se déroule en dehors du cadre légal, les magistrats ne sont plus trop sûrs de leurs agissements, même lorsque ceux-ci restent dans le périmètre de la loi. Ils préfèrent attendre les consignes. Donc, l'impact de Sedat Peker est inversement proportionnel à l'immobilisme de la justice. Au moins les magistrats agissent, au plus Peker a de l'impact. Et lorsqu'on compare ce dossier à celui du 17-25 décembre, il y a des différences. Avant, on était face à une organisation plutôt clandestine, on ne savait pas précisément qui était derrière tout ça. Alors que là, il s'agit de Sedat Peker, une personnalité forte qui n'hésite pas à s'auto-impliquer dans certaines affaires et qui évoque parfois des regrets sur tel ou tel aspect de ses agissements. Il arrive à susciter de la sympathie, alors que ceux qui avaient organisé les accusations de corruption du 17-25 décembre ne faisaient l'objet d'aucune sympathie quelconque. Ali Rıza Aslan avait perdu son fils tué lors d'affrontements qui étaient survenus à Diyarbakır en 2015. 7 ans après, les ossements de son fils lui ont été restitués dans une boîte. La dépouille de Hakan Arslan a été rendue à son père après 7 ans. Arslan a été tué lors des opérations connues sur le nom de Hendek Barikat qui ont eu lieu après un couvre-feu déclaré en décembre 2015 dans le district central de Diyarbakır. Son père, Ali Rıza Arslan,
a parlé à Mediascope après avoir enterré les ossements et accueilli la maison funèbraire. Aslan, qui a déclaré que son fils avait même servi dans les forces armées turques, a appris la disparition de son fils pendant la bataille urbaine de Sur. Notre famille souffre depuis 7 ans. D'abord, nous n'avons pas pu trouver la dépouille de notre fils, puis nous l'avons reçu dans une boîte. Le moment le plus douloureux de ces 7 ans a été hier, lorsque nous avons reçu notre fils. Quel livre saint approuve le fait de rendre le corps d'un jeune homme de 28 ans à sa famille dans une boîte ? Ils m'ont dit « Voilà, voici votre fils » en me donnant la boîte. J'avais du mal à rester immobile, mais la puissance providentielle m'a permis de continuer. Maintenant, nous avons construit notre maison funéraire et nous acceptons les condoléances. L'association du barreau de Diyarbakır a déposé un rapport auprès du Conseil des juges et procureurs au sujet de la livraison de restes. L'association du barreau a demandé que les fonctionnaires qui ont remis le reste d'Aslan à la famille et de la manière dont ils l'ont fait soient accusés de faute professionnelle et de profanation de la mémoire d'une personne. Le chef de l'association du barreau de Diyarbakır, Nait Eran, a déclaré à Mediascope « Ce qui nous dérange et ce à quoi nous nous opposons dans cette affaire, c'est la manière dont les restes ont été remis à la famille après identification. Ni le droit humanitaire, ni nos valeurs et croyances en tant que société ne permettent de donner la dépouille d'un enfant à ses parents de cette manière. Normalement, les organes municipaux et les organismes de santé respectifs sont appelés à procéder aux procédures funérales normales. On ne peut pas donner des ossements comme s'il s'agissait de simples objets dans une boîte. Il s'agit d'une question délicate, tant sur le plan judiciaire que sur le plan de la religion et la tradition. Quelle que soit la personne concernée, ce n'est pas la bonne approche. Un procureur doit savoir comment restituer le corps d'une personne décédée. Nous avons signalé le procureur au Conseil des juges et des procureurs car il a abusé de sa position. Nous avons demandé une enquête parce que le procureur n'a pas agi en accord avec la loi, les croyances et les valeurs. Le président de l'Association des droits de l'homme, Öztürk Türkdoğan, a également déclaré que la procédure était inhumaine et injuste. Laissons les lois et les droits de côté, l'humanité a des règles depuis l'Antiquité. Le respect des morts, respecter la mémoire du défunt, c'est un acte inhumain. Vous ne pouvez pas traiter les restes comme une pièce à conviction. Les tarifs de gaz et d'électricité ont atteint un nouveau record. Le pouvoir explique ces hausses par la situation en Ukraine. La Turquie n'est pas épargnée par la hausse des prix du gaz naturel dans le monde. Mais avec une devise en crise et une inflation galopante, les Turcs ressentent la pression plus que d'autres. Le gaz naturel à usage résidentiel a subi une hausse de 20% ce mois-ci. Au cours de l'année précédente, les prix du gaz naturel en Turquie ont augmenté de 264%. Et avec les dernières hausses de prix de l'électricité a augmenté de 248%. En avril dernier, une facture d'électricité normale pour un ménage moyen aurait été de 200 lire. Aujourd'hui, elle est passée à 497 lire. Et une facture moyenne de gaz naturel qui aurait été de 200 lire en septembre dernier est de 528 lire aujourd'hui. Ces deux factures représentent environ un cinquième du salaire minimum. Rien que l'année dernière, les factures d'électricité ont subi 3 hausses, 80% en janvier, 15% en juin et 20% ce mois-ci. Le gaz naturel est devenu encore plus cher avec 4 hausses pour les consommateurs, 25% en janvier, 35% en avril, 30% en juin et 20% ce mois-ci. La tarification industrielle pour le gaz naturel et l'électricité est encore plus désastreuse, à 50% pour les zones industrielles. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.